bonjour à toutes et à tous. Nous allons démarrer d'ici 1 minute. Nous démarrons et je vous demande d'accueillir Eric Newton. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin, d'avoir bravé ce samedi matin où, voilà, généralement, je ne sais pas si on passe du temps le samedi matin à réfléchir. Ben, c'est ce qu'on va faire nous ici. Et donc, merci d'être là. Et j'ai le grand plaisir de ce matin je crois que c'est la journée de la paix aujourd'hui. Donc la journée de la paix, on va parler de plein de choses. Et quoi de mieux pour parler, en tout cas réfléchir sur cette notion de paix, que d'accueillir un ancien ministre illustre, un penseur, un intellectuel et une personne qui a été au pouvoir pendant très longtemps, qu'il est encore un peu, je crois. Donc je vous demande d'applaudir monsieur le ministre Védrine. Un journal a disparu. Message à caractère informatif. Moi, j'ai aussi 2-3 petits messages à caractère informatif pour bien démarrer. Vos téléphones, bien sûr, vous ne les éteignez pas, vous partagez tout ce que vous voyez partout où vous pouvez, essaimer, partageons le changement ensemble, mais vous ne les faites pas sonner, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est dit, je vais essayer de le dire qu'une seule fois. Merci. Hier, je l'ai dit qu'une seule fois. Et il n'y a eu qu'une seule sonnerie aussi dans la journée. Bon, ça ira. On va démarrer effectivement par parler avec Hubert Védrine du futur de la géopolitique. Et alors je vous le dis, moi je suis très heureux et puis je suis un peu inquiet, je vous le confesse aussi. Je suis un peu inquiet de discuter avec Hubert Védrine. Alors très heureux parce que Monsieur le ministre va partager une expérience fondée sur 19 années passées dans les pouvoirs et 3 cohabitations quand même. Et puis une expérience également. Il est l'auteur notamment de quelques ouvrages qui sont dans la librairie à côté, et d'un ouvrage essentiel pour qui s'intéresse à la géopolitique, Dictionnaire amoureux de la géopolitique. Et alors pourquoi je suis un petit peu inquiet? Parce que non seulement il va falloir être précis, il va falloir s'éloigner du café du commerce, s'éloigner des commentaires. Donc ça, je vous le dis et je me le dis à moi aussi, bien sûr. Et puis inquiet parce qu'on va forcément parler de sujets clés, de sujets, on va démarrer très fort, on va parler de la crise écologique, de ses impacts sur les grandes dynamiques, sur les grands enjeux. Mais on va explorer ensemble comment on peut pas voir venir les choses, on n'est pas avec une boule de cristal, mais comment et quelles sont les questions qu'il convient de se poser pour affronter les enjeux qui s'annoncent devant nous. Hubert Védrine, donc bonjour. Bonjour. En préparant cette conversation, là, on va rentrer directement dans le sujet. Vous me disiez qu'on vivait vraiment l'urgence. L'urgence écologique, c'était peut-être, s'il y avait une priorité dans les sujets, c'était le méta-sujet. Et moi, j'aimerais qu'on parle des implications géopolitiques à partir de ce sujet. On commence par quoi? Alors, bonjour à tous d'abord. Il y a depuis très longtemps des scientifiques alertent sur l'affaire du climat et l'effondrement de la biodiversité. Il y a eu pendant très longtemps un déni complet, soit par inculture scientifique, ce qui est le cas des sociétés modernes, un point frappant, et parce que, disons, le développement, le progrès, tout ça, c'est tellement génial. L'humanité voulait depuis toujours sortir de la précarité, de la pauvreté. On s'est dit c'est pas possible qu'il faille remettre en cause ça. Donc un déni, un refus, pendant des dizaines d'années. Alors je ne reprends pas les étapes, mais depuis quelque temps, il y a une prise de conscience quand même. Et les gens qui contestaient avec des arguments tirés par les cheveux les deux sujets, la biodiversité qui est gravissime, les gens en parlent le moins. Il y a une contestation sur le climat, ça a toujours existé, gna gna gna, oui, des choses comme ça. Donc, dans chaque pays, les gens qui disaient ça ont été complètement marginalisés. Et il y a maintenant, il doit y avoir peut-être 50 scientifiques dans le monde qui contestent encore un peu le diagnostic, pas plus, ça compte pas. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce que la question n'est pas celle du capitalisme? Le bilan du communisme était pire sur l'écologie. Hein. La question est celle du productivisme. Et l'humanité ne veut pas revivre comme avant la révolution industrielle. Si elle n'avait pas été faite à base de charbon, mais qu'on avait inventé en Angleterre
il y a 2 siècles et demi, la captation du soleil, ce serait génial, on n'en serait pas là, enfin, comme ça. Donc on est dans le moment où il y a une prise de conscience. Quand même à Abu Dhabi, ils ont réussi à faire admettre à l'Arabie l'idée qu'il y avait un développement souhaitable en dehors des énergies fossiles, alors que l'Arabie a tout fait pour qu'il n'y ait pas ce mot, vous voyez, quand même. Même les Chinois, à la longue, ont arrêté de dire que c'est pas vrai, ça n'existe pas, on n'a pas la preuve, blablabla, ou alors c'est de notre faute. Même les Chinois, ils reconnaissent que, mais il y a quand même les 3 quarts du monde qui disent on va quand même se développer à notre rythme. Donc là où il y a la prise de conscience et où il y a la panique, c'est là où ça a la moins d'importance. Regardez, en France, les politiques bobos au centre-ville, ça n'a aucun intérêt en matière de climat. Ça change de 0,0001 l'effet. D'autant que la France, grâce au nucléaire, est le pays développé, émet le moins de CO2. Donc il y a un décalage entre la prise de conscience et les lieux. Alors que faire? Moi, j'emploie le terme depuis très très longtemps. Il faut écologiser, comme on disait, industrialiser. Donc c'est pas du jour au lendemain. Donc la bataille, elle porte sur le rythme et sur les moyens. Les partis écologistes sont totalement hors jeu parce que, en fait, ce sont des gauchistes qui ont trouvé l'instrument de l'écologie pour détruire la société, mais ils n'ont pas de conseil scientifique. Aucun d'entre eux n'a sorti un programme sérieux pour dire voilà ce qu'il faut faire dans les 20 ans. C'est des programmes d'interdiction immédiate liés au centre-ville. Bon, donc il n'y a pas de solution en fait. Après, on peut dire aussi qu'ils s'adossent sur les rapports du GIEC, avec des feuilles de route, avec Non, des mais scénarios. aucun d'entre eux n'a lu les rapports du GIEC qui font 1000 pages. Hein, bon. Donc on aurait besoin d'une sorte de plan d'écologisation de l'agriculture, l'industrie, les transports, par étapes. On peut discuter le rythme, parce qu'on ne peut pas non plus mettre en chômage 2 milliards de gens du jour au lendemain. Sinon, c'est la révolution, c'est les gilets jaunes puissance 10 000. Donc, on a envie de le faire intelligemment. Donc là, il y a une stratégie à voir, mais on est sûr, en tout cas, puisque c'est un club dans lequel on pense à l'avenir, normalement, on est sûr que le réchauffement va continuer. Oui. Alors, il y a la course de vitesse. Hein. Est-ce qu'on va réussir à le stopper? On va s'adapter tant que possible, mais à un moment donné, on ne peut plus s'adapter, c'est trop chaud. Donc il faut des inventions géantes. Alors évidemment, changer tout le système d'énergie, bon, ça peut se faire sur 20 ans, 30 ans. Mais l'invention géante qui n'existe pas encore, ce serait d'inventer des aspirateurs à CO2 pour ne pas récupérer le CO2 à la sortie des usines. On est capable. Ça coûte très cher, mais on est capable. Mais le CO2 qui est partout, y compris là, vous voyez. Donc il y aurait des milliards de milliards d'aspirateurs à CO2 qui récupéreraient le CO2 émis depuis 2 siècles et demi. Et peut-être que du coup, vers 2040, 2050, les courbes s'inverseraient peut-être. La clé étant effectivement le timing. On joue contre un compte à rebours. Et est-ce qu'il n'y a pas cette vision justement que Moi, nous... je dis compte à rebours pour, en effet, qu'on prenne conscience, mais je ne veux pas non plus être accablant. Hein. Oui. Donc je dis course de vitesse entre la dégradation des conditions de vie. Il ne s'agit pas de sauver la planète. Hein. Si sur la planète, il n'y a plus d'hommes, mais que des insectes, évidemment, ce n'est pas génial. Donc c'est pas sauver la planète, un slogan débile parmi d'autres. Il faut préserver la vie sur la planète. Donc course de vitesse. Mais c'est pas perdu en fait. C'est pas perdu. Et il faut alors les écologistes, disons, les plus désespérés, maximalistes, comme Cochet qui était mon collègue au Conseil des ministres, ou bien même Arthus Bertrand qui disent c'est foutu, on n'y arrivera jamais. Bon, à ce moment-là, on va profiter des quelques décennies qui nous restent en achetant d'énormes 4x4. Bon, voilà. Donc je ne suis pas sur cette ligne. Je pense qu'on peut encore agir. On peut encore agir. Est-ce que ce n'est pas un des derniers sujets, également un des derniers terrains pour l'Occident de continuer d'avoir un peu d'influence? Parce que là, on a l'impression que l'Occident, c'est bon, on est arrivé à un seuil de pollution maximum. Bon, vous, maintenant, le reste du monde, il faut que vous changiez. Alors l'Occident, vous avez raison d'en parler. L'Occident, c'est d'ailleurs États-Unis, Europe. On a dominé le monde, surtout l'Europe au début. On a dominé, évangélisé, colonisé. Hein, on veut droit de l'homiser, ça ne marche pas. Enfin bon, on veut wokiser, ça marche encore moins. Mais l'Occident ne domine plus. L'Occident est hyper puissant, hyper riche, mais n'a plus le monopole. Les pays de l'ancien tiers-monde, sur lesquels on gémissait, les pauvres pays en développement, qui ne se développaient pas d'ailleurs,
Et depuis qu'ils se développent, évidemment, on panique, parce que ce sont des émergents. Donc on a gouverné le monde 3-4 siècles, bien ou mal, c'est un autre débat, c'est un débat différent. Et maintenant, depuis la fin de l'URSS, les Occidentaux ont cru avoir gagné, badaboum, on a gagné. Les Américains par, disons, fierté américaine, les Européens par niaiserie, la communauté internationale, bon, ça n'a pas encore. Et puis brusquement, on voit que c'est pas vrai, et qu'en fait, on ne peut plus imposer nos lois. Quand Poutine a attaqué l'Ukraine, erreur terrible pour l'Ukraine, mais pour la Russie aussi, aux Nations Unies, qui ne sont pas unies non plus, vous voyez, il y a plein de mots creux qui circulent, à l'ONU, il y a eu un débat. Et il y a 40 pays représentant les 2 tiers de l'humanité, 2 tiers, qui n'ont pas voulu prendre parti. Ils n'ont pas voulu condamner Poutine, qui était condamné par 140 pays. Mais ceux qui n'ont pas voulu, c'est l'Inde, la Chine, etc. Énorme, l'Indonésie, l'Afrique. Ils n'aiment pas la guerre. Ils n'aiment pas Poutine, certainement pas Poutine, ni la Russie. Mais ils ne veulent pas être dans notre camp. Alors, je ne dis pas ça pour qu'on soit complètement accablé. Je dis, voilà la réalité dont on part. C'est comme devant un chirurgien. Quelle est la situation? Qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'on ne l'avait pas anticipé. Alors, attendez, ce n'est pas forcément lié à l'affaire de l'écologie, parce que le bilan des communistes est encore pire. Donc, ce n'est pas de l'Occident. C'est vrai qu'historiquement, la révolution industrielle sur le charbon, c'est la Grande-Bretagne. Bon. Mais à l'heure actuelle, il y a une course de vitesse un peu partout dans le monde sur précisément l'écologisation de l'industrie, de la science, de la chimie, des transports, etc. Et là-dessus, vous allez voir, les Chinois, ils vont nous passer devant. Ils avaient commencé à fermer les centrales à charbon avant la Covid. Après, ils ont rouvert un peu, mais avec des captations, et ils relancent le nucléaire beaucoup plus. Donc, ce n'est pas un Occident contre le reste, là. C'est vrai en termes géopolitiques. Est-ce qu'on peut imposer nos valeurs? Ça, c'est un autre débat. Au reste, on fait ça depuis toujours, c'est la chrétienté, hein, c'est Saint Paul. Aller évangéliser toutes les nations. Ça donne à les démocratiser le monde entier. Bon. Et le monde entier dit, on a nos valeurs universelles, on n'a pas besoin de vous, etc., etc. Pour les Occidentaux, c'est terrible parce que c'est leur identité. Donc il faut trouver non pas un relativisme, parce que les valeurs sont nos valeurs, mais simplement une réalité. Si l'univers tout entier ne reconnaît pas automatiquement nos valeurs universelles comme étant universelles, c'est qu'il y a un bug, il faut au moins s'y prendre plus intelligemment. D'ailleurs, mon ami Badinter, quand quelqu'un disait « la France est la patrie des droits de l'homme », il faut dire ça dans les meetings pour être applaudi. Il disait non, on est la patrie de la déclaration. C'est complètement différent. Du coup, ça ne nous donne pas une baguette magique pour transformer la Chine ou la Russie en un gros Danemark. Donc il faut partir du réalisme. Si on veut agir, il faut partir du réalisme. Enfin, de la réalité, pas le réalisme comme théorie. Moi, je ne suis pas du théoricien, je suis expérimenté. Mais c'est là où je suis aussi un petit peu inquiet, parce que je suis un peu inquiet du coup, parce que je me dis que ça fait quand même de nombreuses décennies qu'on n'a pas eu ce réalisme, qu'on n'a pas vu venir les choses. A priori, on confie notre destin dans des pouvoirs qui sont cohérents, qui essayent de réfléchir. Et ils n'ont pas vu venir ces changements-là. Lesquels, par exemple? Écologique, par exemple. Non, mais l'écologie, je vous dis, ça fait 100 ans qu'il y a des lanceurs d'alerte, qui sont des poètes ou des alpinistes. Oui. Il y a eu des rapports, bien sûr. Et puis après, des rapports. Mais les dirigeants, ils sont contraints par les gens qui les ont élus. Ce n'est pas les dirigeants qui ne voient pas. Au court terme. C'est les peuples qui ne veulent pas. À court terme, il y a des élections sans arrêt. Je suis obligé d'être court-termiste. Les chefs d'entreprise, les grands, peuvent se permettre d'être moins court-termistes que les politiciens, en fait. Les politiciens, il y a un sondage la veille, puis les réseaux sociaux, on dit je sais pas quoi, repris par les journaux, blablabla. Bon. Ils passent les 3/4 du temps à gérer des conneries absolues qui sont ceux qui sortent des réseaux sociaux, qui sont des sortes d'égouts à ciel ouvert, hein, au lieu de se concentrer en disant voilà d'où je viens, les intérêts vitaux du pays, blablabla. Bon. Donc c'est très compliqué. Donc ce n'est pas les dirigeants. Dire que font les gouvernements, c'est idiot, ils font rien parce que les gens les empêchent. Vous faites une mesure, petite mesure logique, toc, gilet jaune. Donc il faudrait réussir à convaincre
les gens susceptibles de devenir des gilets jaunes, c'est-à-dire les 3/4 des gens, en gros, les convaincre que oui, il faut y aller, il faut le faire, mais on va vous donner des solutions de remplacement. Donc si vous dites qu'il faut abandonner les vieilles voitures pourries qui émettent des trucs, il y a des tas de gens dans une grande partie de la France, dont le Limousin, où je suis né un peu par hasard, ils aiment qu'une vieille bagnole pour aller à la préfecture, pour faire les formalités. Et c'est bourré de gens incapables d'être sur Internet. Alors, dans 20 ans, ils ont été formés, mais donc il y a eu beaucoup de brutalité, de bêtises, quoi, par rapport à ça. Et d'un autre côté, on est paniqué. Parce qu'on nous dit, mais il faut aller plus vite, plus vite. Il faut que les populations suivent. Hein. Et même dans les dictatures relatives, même en Chine, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, en fait. Qu'est-ce qui a fait changer la Chine, qu'on voit nous comme une dictature, mais en fait, ils vivent moins mal que leurs parents, qui vivaient moins mal que leurs grands-parents. Enfin, ceux qui ont vécu le plus mal, c'est Xu Mao. Bon, ils vivent moins mal aujourd'hui, en fait. Mais ils sont quand même sensibles. Qu'est-ce qui a fait sortir Xi Jinping de la politique de l'enfermement total au moment du Covid, avec une application, vous connaissez certainement à Shanghai, une application féroce à Shanghai. C'est qu'il y a eu des dizaines de manifs en Chine, des dizaines de manifs. Alors peut-être qu'il n'y avait que 100 personnes à chaque fois, mais ça leur a fichu la trouille. Et même Xi Jinping a changé. Il a ouvert et libéralisé en 8 jours. Donc même un gouvernement comme la Chine est obligé de tenir compte des gens. Donc si on veut accélérer le rythme de l'écologisation, à mon avis, il faut réussir à convaincre beaucoup plus en proposant des calendriers. Il faut changer l'agriculture. Évidemment qu'il faut la changer, évidemment. Mais la FNSEA dit jamais. On dit, mais vous ne pouvez pas dire jamais, vous avez des enfants, des petits-enfants, ils vont vous engueuler. Bon, il faut faire quelque chose. Oui, mais on ne peut pas. Alors, vous pouvez changer ce produit, renoncer à tel produit d'enjeu dans combien de temps? 50 ans. Mais non, c'est pas possible. Nous, on vous dit l'an prochain. Mais non, bon. Vous êtes obligé de discuter, métier par métier, le calendrier. C'est une négociation permanente et tout le temps. Permanente sur l'écologisation. Ouais. Vous allez voir d'ailleurs, notamment les gens les plus jeunes ici, ça va occuper toute votre vie. Sans arrêt. On va discuter sur le rythme. Est-ce qu'il faut aller plus vite? On s'est trompé. Moins vite, parce que les gens vont tout casser. Bon, on va redémarrer, pas perdre le fil. Donc c'est une négociation non-stop. Je répète, sur le rythme et les modalités. Ouais. Alors de l'adaptation, de l'invention, de la transformation. Et là-dessus, c'est pas l'Occident ou les autres, c'est les pays qui ont investi suffisamment. Regardez la Chine avec les batteries. L'Europe a dit il faut arrêter les voitures. Bon. Donc électrique. Ouais, mais c'est les Chinois qui font les batteries. Bon, il fallait y penser avant. Il fallait calculer le calendrier autrement. Donc c'est pas un pays ou un autre. Vous voyez, il peut y avoir des pays occidentaux qui vont complètement couler. Les Européens sont à la traîne, vous savez bien, un milieu économique ici. Et donc il faut, c'est pas schématique. Il y a même des pays du Sud qui vont s'en sortir parce qu'ils n'auront pas connu l'étape primaire des usines archi-polluantes. Ils auront des cimenteries qui recyclent à 95%. Donc il faut s'attendre à un tableau moins schématique, sauf sur qui a le pouvoir, bien sûr. Mais ça, c'est une vraie question aussi, une question que se posent souvent les gens. Évidemment, on cherche des boucs émissaires, mais la question se pose quand même, parce qu'à vous entendre, le politique n'a pas forcément le pouvoir. Il est soumis au court-termisme avec les élections. Les entreprises, les très grosses entreprises, peuvent voir loin, mais en même temps, il y a quand même des actionnaires. Donc là, on est aussi dans une logique de temporalité à gérer. Qui a le pouvoir? Là, on a l'impression que le pouvoir est à celui qui gueule le plus fort, en fait. Pas en Russie, en tout cas. Hein. Alors, pas dans certains pays, vous avez raison. Bon, quand j'étais ministre, on m'a demandé plusieurs fois qui gouverne le monde. La réponse, personne. Ensuite, quand même les États-Unis. Il m'a fait bon, vous voyez. Alors, le pouvoir, ça dépend où? Ça dépend si c'est des pouvoirs autocratiques. En Russie, c'est Poutine, quand même, et 2-3 gars autour. En Chine, c'est Xi Jinping, mais il y a un système, quand même, autour, vous voyez. Quand vous êtes dans les démocraties, quel est le pouvoir du pouvoir? De moins en moins.
contre-pouvoirs. Mais souvent, il y a des contre-pouvoirs, mais il n'y a plus de pouvoir, en fait. Donc, vous voyez bien là, le raccourcissement des mandats, la soumission du pouvoir au harcèlement des réseaux, la transparence généralisée. Aucune entreprise ne résisterait 3 semaines à la transparence qu'on veut imposer au pouvoir politique. Hein. Si on appliquait ce que la haute autorité impose aux gens qui veulent être ministres ou autres, les entreprises sont mortes en 6 mois. Hein. Bon, tout ça, ça vient parce que les gens disent oui, ils ont trop de pouvoir, il faut quand même les surveiller, les payer moins. Bon. Les gens sont très contents de ça. Bon, donc où est le pouvoir? On ne sait pas. Du coup, c'est une sorte de foire d'empoigne. Oui. Alors, il y a quand même encore du pouvoir d'un gouvernement qui peut dire oui ou non, adopter une loi ou pas. Sinon, les entreprises mondiales, les gros lobbies mondiaux, il y en a partout. En France, on dit qu'il n'y en a pas. Bon, c'est pour des raisons d'euphémisme. Il y a énormément de lobbyistes à Bruxelles, à Paris, à Washington. S'il n'y avait plus de pouvoir, il n'y aurait plus de lobbyistes, en fait. Il n'y aurait pas besoin. Donc, il y a quand même encore des décisions. Et regardez le mécanisme de décision en Europe. Il n'y aura jamais d'Europe fédérale qui va supplanter les États. Ça n'existe pas, ça. Mais donc, il y a une combinaison de décisions nationales, européennes, le Parlement, la Commission, la Cour de justice. Donc, si vous êtes des lobbyistes, il faut être très bien organisé. Il faut faire des analyses très pointues. Donc, où est le pouvoir? Les grandes entreprises, par exemple. C'est vrai, mais bon, déjà, moi, c'était midi il y a longtemps, mais déjà à l'époque, je disais insolemment, quand on compare le PIB des 3/4 des membres des Nations Unies et le chiffre d'affaires des grandes entreprises mondiales, on se demande qui régule qui. Donc c'est la question. Mais il n'y a pas une réponse univoque. Il y a des cas où vous pourrez dire, quand même, le gouvernement a imposé sa position. Bonne ou mauvaise, c'est lui. Quand même, la Commission européenne a réussi, Breton avait obtenu quand même le Digital Act. Bon, il y a des choses comme ça. Et dans d'autres cas, on dirait, mais non, la Big Tech a empêché, imposé ceci, cela. Oui, on parle d'entreprises transnationales qui seraient au-dessus des États. Alors, on a parlé de multinationales. Hein. C'est une invention d'IBM, il y a très longtemps, quand ils commençaient à se rendre compte que dans beaucoup de pays, le fait d'être américain était négatif. Alors, ils ont dit, mais on n'est pas américain, on est multinationaux. En fait, ils étaient tout à fait américains, mais il y a un capital quand même. Capital, quelqu'un qui décide là-dedans. Donc, c'est une invention pour être mieux admis un peu partout. Alors, transnational, c'est encore au-delà. C'est des entreprises qui font la loi dans le monde. Qu'est-ce qui a changé le monde depuis 30 ans? C'est Deng Xiaoping, en libérant l'énergie incroyable des Chinois, qui a créé le monde où on est, et les gens de la Big Tech en Californie. Ils ont changé le monde. Ils ne se rendaient même pas compte eux-mêmes, ils étaient plutôt libertaires à l'origine. Libertaires, anards, technophiles. Après, ils créent un monde où il y a des risques de détournement de pouvoir qui sont colossaux. Après, ils ont changé le monde, ceux de Californie, là, en disant on va faire fabriquer en Chine, c'est 10 fois moins cher, 20 fois moins cher, c'est cool. Et donc, tous nos iPhones sont faits là-bas. Hein. Du coup, ils ont ruiné les classes moyennes occidentales, qui sont furax, dont les électeurs de Trump. Enfin, ils ont créé l'électorat de Trump. Ça ne sert à rien d'hurler aux populistes, c'est un sous-produit de la violence un peu imbécile de la mondialisation, enfin disons, un peu borné de la mondialisation. Et ce qui est assez rigolo, c'est que quand on relit, ça doit être l'époque juste avant Clinton et Clinton, les Américains disent, les Chinois commencent quand même à nous mordre les mollets, là, c'est quand même embêtant. On va les mettre dans l'OMC. Ils remplissent aucun des critères, en fait. Mais c'est pas grave. Ça va les aider à se moderniser, se développer, s'enrichir et donc se démocratiser. Ah, c'est réussi. Tous les journaux américains étaient pleins de ça. Même ma copine, Madeleine Albright, disait ça. Alors maintenant, il y a plein de livres. Les gars disent, ils disent on s'est trompé, on n'a pas vu, blablabla. Alors, ils disent on nous a trompés, on ne les a pas trompés. Ils se sont trompés, vous voyez. Bon, donc voilà qui a changé le monde. Donc, la réponse à votre réponse, qui a le pouvoir, ça dépend des sujets. Ça dépend des sujets, oui.
Mais c'est vrai que quand on voit maintenant, en fait, c'est peut-être pas qui a le pouvoir, mais qui a l'influence. Qui peut influencer quoi? Quand on voit des entreprises du numérique qui alimentent, on parlait des réseaux sociaux, qui alimentent à grands coups de milliards avec les fake news, avec de la fausse science, qui alimentent le débat, qui manipulent le débat quelque part. Je vais répondre à un mot sur qui a le pouvoir. Qui a le pouvoir de limiter la vitesse sur le périphérique? Vous avez vu? Est-ce que c'est Madame Hidalgo qui poursuit une lutte inlassable contre les automobilistes et puis son adjoint spécialisé? Ou est-ce que c'est la région? Non, pas de compétence, mais le préfet de police n'est pas obligé de verbaliser. Donc vous avez un cas où Madame Hidalgo, pour satisfaire son électorat, bobo en vélo, tout ça, peut dire je limite à 50 km/h, et le préfet de police dit non, moi j'ai instruction du ministre de l'Intérieur de rien changer. Donc tout le monde peut continuer à rouler à 70. Bon, Voilà un micro-exemple, mais il y en a des millions de micro-exemples. Ouais. Qui a le pouvoir, vous voyez? Et la vraie question pour voir la géopolitique, du coup, c'est qui à chaque fois la méta-question? Ça dépend des cas. Si on parlait de qu'est-ce qui va décider sur l'Ukraine après, il y a une réponse. Qu'est-ce qui va se passer au Proche-Orient? Il y a une autre réponse. Qu'est-ce qui va se passer à Taïwan? Il y a une autre réponse. Bon, donc on a un système de... La question de la décision est devenue compliquée à analyser. Il faut l'analyser avec une loupe quand on en a besoin. Alors, les questions de l'influence. Le mot influence est très sympa. Très sympa, on se dit c'est quand même bien. On n'est plus des primates, on va dépasser le stade de la guerre frontale, donc ce sont des luttes d'influence. Ça paraît hyper cool, c'est bien. Mais l'inventeur du mot soft power, Joe Nye, qui était secrétaire adjoint à la défense aux États-Unis, a dit on est les maîtres du monde, nous les Américains. Donc le hard power, il faut que ça continue, sinon ce sera le chaos. Mais on n'est pas obligé d'être brutaux et simplistes. Donc on peut exercer notre pouvoir, notre vrai pouvoir, sous une forme sophistiquée, soft power. Mais en général, il n'y a pas de soft power si on n'a pas de pouvoir, sauf la Suisse ou le pape. Et en général, pour que vous ayez vraiment un soft power, il faut quand même avoir une puissance. Regardez, le français serait la langue la plus parlée au monde encore maintenant si la France avait été l'économie dominante depuis 100 ans. Donc ce n'est pas le cas, donc on est sur la défensive. Donc il y a un lien. Donc quand vous dites influence, pensez bataille d'influence. Alors là, il y a une bataille féroce pour imposer le narratif, comme on dit, la langue, les mots, le globish contre les autres langues, pour imposer les références. La bataille actuelle où Poutine condamne l'Occident collectif. Et qu'est-ce que c'est que ça? On n'est pas un Occident collectif, on est l'Occident, les valeurs, la démocratie, Bon. Et nous, on condamne le Sud global. Quand il y a des déclarations des BRICS ou autres, le Sud global, nous, on ricane en disant mais ça ne veut rien dire, ils ne sont pas globaux, en plus ils sont dictatoriaux, l'Inde et la Chine vont se faire la guerre, donc on se rassure. Donc il y a une bataille de mots, vous voyez. Donc l'affaire de l'influence, c'est une bataille. C'est une foire d'empoigne sur les influences. Quand il y a eu la crise ces dernières années entre la France et le Maroc, dont on est en train de sortir, les Espagnols ont dit c'est génial, tout est pour nous maintenant, au Maroc. Et les Anglais ont dit ça y est, le français, tout le monde était bilingue au Maroc avant. Donc les Anglais ont dit c'est terminé ça. Et puis les Américains, on va faire le tour de toutes les universités marocaines. Ils ont faut pas envoyer les gars à Paris. Polytechnique centrale, c'est fini. Donc vous les envoyez chez nous. Alors, comment on sort de la crise, ça va. Donc l'influence et des batailles sans arrêt. Donc il faut bien l'imaginer en fonction des cibles. Vous voulez influencer qui? D'ailleurs, même dans les campagnes électorales américaines, il faut influencer les hésitants. Ouais. Et grâce aux techniques que vous connaissez, on sait que les hésitants, ils sont dans tel état, dans tel quartier, dans telle rue. Et dans une rue, il y a Madame Machin qui adore les chats, faut un langage spécial, et l'autre d'à côté déteste les chats, faut un autre langage spécial. Donc c'est des batailles. Vous savez, les ingénieurs du chaos, vous avez lu le livre de Giuliano d'Empoli. Donc influence et bataille.
On va ouvrir la conversation. Vous avez sûrement des questions. Il y a un micro qui est au milieu. Ben voilà, allez-y, posez vos questions. Allez-y, monsieur. Alors, bonjour, je suis Dimitri Carbonel. Alors, sur Cascade, je suis notamment porte-parole des Shifters qui sont en lien avec le Shift Project, avec un lien avec Jean-Marc Jancovici. Puis j'ai écrit aussi un livre qui s'appelle 2050 Crash ou Renaissance. Alors la question c'est, enfin le mot le plus important c'est peut-être le mot où, hein, parce que c'est une question de choix. Et puis il y a un sous-titre, c'est vers une société boule de Guy, parce que je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, même si on voit que c'est assez compliqué. Hein. Le thème de la conférence, c'est la géopolitique. Hein. Et c'est vrai que vous avez tout à fait, enfin, vous avez bien dit quand vous avez parlé des problématiques de biodiversité qu'on impacte directement sur l'agriculture ou d'autres, sur les contraintes énergétiques, sur le pénurie de matériaux. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont manquer. Hein. Donc, on est en train de basculer d'un monde de l'abondance vers un monde de la rareté. Hein. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que d'ici 10 ans, enfin, c'est une question, hein, lorsqu'il y a une telle rareté, ben, en général, on a plutôt tendance à se taper dessus, hein, plutôt qu'à être solidaire. D'ici 10 ans, il risque pas d'y avoir une sorte de multiplication un peu peut-être de guerres régionales, peut-être à Taïwan, en Afrique, entre peut-être les États-Unis et le Mexique. Je dis des choses comme ça, je ne suis pas du tout sûr que ce soit pertinent, ou peut-être la Pologne, mais notamment pour une question de, entre guillemets, de survie, hein. Notamment par exemple hein, la Chine qui dit bah, tiens, la croissance n'est pas tant aussi forte que ce qu'on avait prévu, donc on est obligé de prendre des réserves ailleurs, et donc on est obligé entre guillemets de rentrer dans une phase de s'approprier d'autres ressources. Donc la question est-ce que d'ici 10 ans, il n'y a pas un risque, une multiplication de guerres régionales, notamment pour s'approprier des ressources au détriment d'autres nations? Merci. La remarque s'applique à l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Hein. Donc je pense que évidemment, il y a la compétition, mais c'est la période dont on sort qui était spéciale. C'est pas celle dans laquelle on entre. Donc l'idée des gentils Européens de l'Ouest après la fin de la guerre et l'idée des Occidentaux au début après la fin de l'URSS, ils ont vécu dans une sorte de bulle chimérique. Sympa, on n'a jamais aussi bien vécu et on a fabriqué les sociétés les meilleures qu'on ait jamais vues. Hein. Enfin, il n'empêche que la compétition qu'on a. Mais si vous prenez l'histoire longue, vous pouvez s'amuser en disant que au moment de l'âge du cuivre, c'est vieux, l'âge du bronze, il y a manifestement des compétitions féroces pour trouver le cuivre et l'étain. Bon, sans arrêt, sans arrêt. Donc nous sortons d'une période spéciale, où l'idéalisme dominateur américain et l'idéalisme chimérique européen se sont donnés. D'ailleurs, rappelez-vous que quand on a lancé Schengen, qui est très bien, on s'est occupé de la suppression des frontières internes et pas de la gestion des frontières externes. C'était l'époque du sans-frontiérisme. Ça, c'est mort, ça a terminé ça. Bon, est-ce que ça veut dire guerre générale? Non. Je pense qu'il y a énormément. D'abord, je pense qu'il n'y a pas de. Enfin, le patron de l'école de guerre vous en parlera, mais je ne crois pas qu'il y ait d'engrenage automatique. On n'a pas les alliances aveugles et dangereuses d'avant 14. Après, il y a des incitations au conflit, mais il y a des freins aussi. Donc ça peut rester sous contrôle. Ça peut déraper, c'est bon. Donc c'est pas automatique. Compétition, oui, mais regardez, la compétition pour le pétrole. Depuis le charbon, il y en a partout. Donc il n'y a pas eu de guerre du charbon. Le pétrole, il n'y en a que dans une. Pétrole-gaz, c'est 15-20 pays en fait. Donc là, il y a eu quand même des conflits par rapport à ça. Si on dépasse ça avec l'énergie, petit à petit, énergie renouvelable, avec les petites centrales nucléaires, mais surtout le solaire partout, c'est moins localisé. Donc on a moins la situation toujours au bord de l'explosion du Moyen-Orient, à mon avis. Ça, c'est plutôt un facteur de détente. Vous voyez, donc il y a des... l'extrapolation n'est pas automatiquement dramatique et conflictuelle. Mais on sort de ce qu'on a cru y raconter pendant quelques dizaines d'années. Il ne faut pas paniquer, il faut faire des analyses méthodiques, sérieuses, à la fois historiques et concrètes, et voir quels sont nos atouts et voir ce qu'on fait. Mais j'annonce pas en dehors de la vraie question à long terme, c'est l'habitabilité de la planète, pour des raisons de climat. Hein. Le reste, non, je ne suis pas fataliste. Et je crois qu'il y a des réponses à chaque crise, chaque problème, chaque défi.
Merci. On va prendre une autre question. Alors, il y avait, je vous ai vu, monsieur, et monsieur derrière, vous vous levez. Et après, ce sera vous, oui. Vous, après. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Monsieur Védrine. Bonjour. Samir Boutanja, je suis entrepreneur et écrivain. Je suis arrivé un petit peu en retard et je m'en excuse, mais je suis arrivé au bon moment parce que c'était exactement la partie du discours qui m'intéressait dans votre analyse sur la surpuissance et l'hyperpuissance de la big tech. Et vous avez dit des choses qui sont très intéressantes avec cet exemple du périph', où est le pouvoir, nous challenger un petit peu véritablement, nous amener à nous interroger. Moi, j'aimerais vous challenger un tout petit peu par rapport à ce que vous avez dit, mais peut-être que vous êtes totalement d'accord. Prenez par exemple Elon Musk, qui est l'entrepreneur, à la fois l'entrepreneur incroyable qu'on connaît, fondateur de SpaceX, qui a privatisé l'espace d'une certaine manière avec Starlink et la constellation de satellites, et qui décide du jour au lendemain d'allumer ou d'éteindre Internet pour les Ukrainiens. Ça, c'est un pouvoir. Les multimillionnaires de la tech qui défient la longévité, l'âge, et puis qui vont défier jusqu'à certains États en achetant des îles, en achetant des forêts dans le Montana pour fonder des gated communities, des États dans l'État avec leurs propres règles, etc., etc. Et enfin, est-ce que, d'un point de vue État en eux-mêmes, donc je reviens sur l'exemple de l'espace, l'espace était l'apanage du public, des nations, ça devient de plus en plus privé et privatisé, et est-ce que certaines décisions de certains États ne vont pas dans le fait d'affaiblir justement cette autorité qu'elles ont sur le public? Je pense notamment au Danemark, qui a nommé pour la première fois un ambassadeur auprès de Google et des GAFA, en disant ils sont devenus tellement puissants et tellement importants dans ce qui se passe dans l'intérieur de nos frontières qu'il faut les respecter à ce point, les traiter comme des États. Donc voilà pour mes questions et je vous en remercie. Merci. On en revient à cette espèce de super pouvoir. C'est pas tellement une question d'ailleurs. C'est une série de remarques adossées à une petite question quand même. C'est une analyse intéressante. Alors là aussi, bon, la situation est tout à fait nouvelle. Musk représente tout à fait la situation, les conflits, le chaos, semi-chaos du début du XXIe siècle. Mais personne n'a le pouvoir aux États-Unis. Il y a eu Rockefeller. À un moment donné, Rockefeller a eu un pouvoir beaucoup plus grand et beaucoup plus d'argent proportionnellement que les plus riches des grands patrons américains actuels. Alors chez Musk, il y a un autre élément de démesure qui fait un peu peur quelque part, sauf s'il arrivait à aller sur Mars et à préparer la vie sur Mars, ça serait la solution. Oui, Musk c'est un peu plus mondialisé que Rockefeller à l'époque. On dirait, on s'en fiche du CO2 parce qu'on va aller sur Mars, etc. Bon. Donc, disons, ça représente, à mon avis, dans ce cycle où les États ont été trop loin dans le fait que, en fait, ils sont illégitimes. Et il faut laisser les forces de la société, de l'économie, etc., se développer. Bon, il y a beaucoup de vrai au départ contre les bureaucraties, mais c'était tellement loin que ça donne un peu le vertige. Donc, Musk va provoquer des réactions, en fait. Son système peut s'écrouler, hein. Il peut provoquer des réactions, des contrepoids, des contre-pouvoirs. Donc, comme le pouvoir est là, les contre-pouvoirs vont apparaître par rapport à eux, en fait, plutôt que même par rapport au président des États-Unis, quel qu'il soit. Bon, je ne suis pas sûr que l'aventure Musk n'explose pas en vol un jour, genre Howard Hughes, il y a des choses comme ça. Puissant, je sens, bien sûr. Mais il pose des questions. Quant au pouvoir de tous les pouvoirs ont fait ça, de couper l'information, même l'Occident le fait sans arrêt. Il y a des idées ou des thèses qui ne peuvent pas circuler dans les médias occidentaux. Donc, il est caricatural, il est provocateur, il donne le vertige, donc il fait réfléchir, d'où vos questions. Mais à mon avis, il ne faut pas voir la suite comme une sorte d'extrapolation sans problème du pouvoir d'Elon Musk. Donc la bataille n'est pas finie. Il va nous rester... Alors, on va prendre 2 dernières questions, idéalement des questions courtes. Il y a monsieur et il y a madame, je suis désolé. 2 dernières questions, vous pourrez après échanger avec Hubert Védrine ensuite, bien sûr.
Des questions courtes Très bien. pour appeler des réponses courtes dans le temps imparti. Monsieur le ministre, merci d'être là. Vous êtes un spécialiste des affaires étrangères. Le monde, la situation, le contexte mondial est relativement tendu de ce point de vue-là. Et vous avez pourtant choisi de parler de l'écologisation du monde en priorité numéro 1. Alors j'ai 2 questions. Pourquoi cette priorisation ? Et est-ce que dans un contexte aussi tendu du point de vue géopolitique qu'aujourd'hui, le sujet de l'écologisation n'a pas tendance à passer au 2e plan ? Merci. Non, ça passe au 2e plan de façon conjoncturelle. Quand il y a des élections dans 3 semaines et que tel ou tel groupe bloque, genre agriculteurs qui disent on en a marre, on va sortir les tracteurs parce qu'ils sont assommés par les normes, donc ça entraîne une pause. Mais la question est toujours là. Je parle d'écologie parce que c'est au-dessus en fait. Aucune autre question géopolitique ne met en cause la survie sur la planète. Je ne crois pas à la guerre nucléaire généralisée. Je suis à fond pour la dissuasion, pour maintenir la dissuasion en état de dissuader, mais ce n'est pas mon scénario numéro 1, le fait que ça ne marche plus. Donc je dis, il y a ça. Il y a également le changement démographique, qui est fondamental. Les Européens représentant une part de plus en plus limitée de la population mondiale. Madame Merkel disait il y a longtemps, c'est Merkel ou Thatcher ? Peut-être Thatcher, ce serait plus logique. Bon, on va essayer de le deviner. On représente 8% de la population mondiale et 50% des dépenses sociales mondiales. Bon, c'est l'une ou l'autre. Bon. Mais il y a quand même la géopolitique. Et si on revient au niveau géopolitique, les Occidentaux n'ont plus le monopole, ils sont encore très puissants. Les émergents sont très puissants, mais en compétition entre eux. Ce qui domine, c'est le bras de fer États-Unis-Chine. Les États-Unis veulent rester numéro 1, ils ne veulent pas qu'un autre devienne numéro 1. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas si la Chine peut devenir numéro 1, mais le simple fait qu'elle en ait l'ambition proclamée entraîne des tas de conséquences. Et il y a plein de pays dans le monde qui se disent qu'il faut essayer de ne pas être coincé entre les deux. Donc chacun se débrouille. Et comme le monde est moins contrôlé que dans l'époque de la guerre froide, par exemple, même s'il y a eu plein de guerres dans le tiers-monde, il y a plein de pays qui sont des puissances dont on n'aurait pas tenu compte avant, en puissance numéro 2, 3, 4, qui mènent leur jeu, qui est du chougaullisme, en disant intérêts nationaux, et on va se débrouiller. L'Inde est comme ça, Israël, n'en parlons pas. Israël fait absolument, on n'en fait qu'à sa tête. Et la Turquie est comme ça, par exemple. Et il y a plein de pays auxquels on ne songe pas. Le Brésil, en Afrique, il y a 50 pays, là. Beaucoup de pays n'y arrivent pas, mais il y a quand même une dizaine de pays en Afrique qui ont des politiques globales. Donc il y a plein d'acteurs, numéro 2 et 3. Ça donne une foire d'empoigne. On ne peut pas les enrôler. J'ai cité le vote aux Nations Unies sur l'Ukraine, mais ça veut dire que les Occidentaux, les Européens notamment, pour défendre leurs intérêts et leur mode de vie, qui est quand même génial, très hyper réaliste, très malin. Arrêtez les proclamations idiotes sur un peu général et qui ne fonctionnent plus, en fait. Très malin, très kissingerien, quoi. Machiavélien. D'ailleurs, il y a un théoricien asiatique singapourien, Kishore Mahbubani, qui défend des idées pas que chinoises, mais enfin en gros, l'Occident est en déclin, on s'en fiche. Enfin, pas tout de suite. Donc il dit quand même, Kishore Mahbubani, étant ambassadeur, théoricien, écrivain, etc. Un jour, il m'a dit, oui, je dis que l'Occident est en déclin, mais ça va trop vite. Et je sais que la Chine risque de devenir numéro 1, mais même à nous, à Singapour, ça nous angoisse. Donc il faudrait que l'Europe se ressaisisse. Je lui dis, c'est la première fois que vous me dites ça. Bah oui, mais je commence à avoir la trouille, en fait. Il me dit Mahbubani. Et je dis, mais pour que l'Europe se ressaisisse, il faut faire quoi? Alors ne soyez pas choqués, il me dit, maîtriser les flux migratoires. Le singapourien. Pas fermer, personne ne veut fermer, bien sûr, mais il faut qu'il y ait une immigration intelligente, choisie, négociée, etc. J'ai dit, bon, c'est facile. Et ensuite, devenir machiavélienne. Il faut que l'Europe devienne machiavélienne, capable de raisonner de façon réaliste à long terme. Bon, c'est un avis singapourien. On peut Le réalisme à long terme. dire qu'on s'en fiche. On va prendre une dernière question. Merci, oui, au micro, madame, merci. Je crois que le réalisme, c'est un peu le mot-clé dans la géopolitique pour appréhender. Madame.
Bonjour, donc Raphaël B. de Waddington, fondatrice du Lead Future Lab prospectiviste. Moi, j'ai d'abord peut-être une petite remarque sur le fait qu'il y aurait un tel consensus sur l'adhésion au changement climatique. Je vois des jeunes influenceurs de 25 ans faire des vidéos avec 700 000 vues en 48 heures qui tiennent des propos hyper climato-sceptiques. Donc dans les jeunes générations, il y a quand même aussi une résurgence de propos vraiment de l'ordre de la conspiration de l'Occident qui voudrait imposer une écologie. Donc moi, j'ai quand même un peu un warning de ce côté-là. Ça, c'est plutôt la remarque. Et ensuite, comme question, j'aurais bien aimé vous entendre sur la capacité de la Chine à prendre un leadership sur les enjeux de l'intelligence artificielle. Il y a quand même des investissements massifs, une vraie course sur ce terrain-là. Et la Chine a quand même aussi un système académique et une production de connaissances qui est comme un peu douteuse. Donc même s'il y a des très gros investissements, a-t-elle vraiment la capacité à prendre un leadership mondial sur la question de l'IA? Voilà ma question. Merci madame. Sacrée question pour finir. Alors sur le premier point, il y aura toujours des gens pour penser que la Terre est plate. Bon, est-ce qu'ils sont en mesure de bloquer les processus? Bon, et il y a quand même eu un débat pendant des dizaines d'années. Les producteurs d'énergie fossile ont dépensé des sommes inimaginables pour payer ceux qui disent ça. C'est pas vrai, ça n'existe pas, il y en a toujours eu, c'est pas grave, blablabla. Bon, ils ont baissé les bras quand même. Donc les vrais décideurs, et ça représente des milliards en mouvement, les vrais décideurs, on dit on n'a pas le choix. C'est empoisonnant, mais on n'a pas le choix. Et il n'y aurait pas dans le monde actuel des milliards et milliards d'investissements et des millions de chercheurs et d'ingénieurs qui travailleraient là-dessus s'il y avait le moindre doute. Alors on va laisser nos complotistes tourner rond jusqu'à ce qu'ils deviennent plus vieux, ils auront des enfants qui vont les engueuler, enfin bon, on n'y peut rien. Oui, oui. Et en gros, on ne peut pas faire grand-chose contre eux. Bon, Quoi. mais il n'empêche qu'il faudrait avoir peut-être une réargumentation de la part du GIEC, une traduction du GIEC en langage courant, vous voyez, en langage ado, un peu. Il y a des abstracts déjà. Le GIEC expliqué aux ados. Ouais. Expliquer à Trump, c'est au-dessus de nos forces, mais expliquer aux ados. Bon, alors après, la question de la Chine, comme sur les autres sujets, les batteries, etc., mais l'IA, c'est plus important. La Chine a pris une avance énorme, mais pas sur les États-Unis. Donc il y a quand même capacité aux États-Unis géante. Alors, il y a consensus aux États-Unis sur un seul point avant qu'ils passent à la guerre civile, c'est bloquer la Chine, endiguer la Chine. Donc les Américains vont inventer tout ce qu'ils pourront pour bloquer l'accès de la Chine à telle ou telle connaissance ou processus ou la diffusion dans le monde. Alors c'est une bataille de plus. Mais on ne peut pas partir de l'idée que la Chine a déjà gagné. Elle a des moyens géants, c'est formidable. En plus, c'est un pays, il faut arrêter les schémas du genre c'est atroce, la Chine, dictature, tout ça. Bien sûr, mais ils n'ont jamais connu autre chose. Hein, donc les changements, ils auront lieu dans une autre Chine. Donc ils ont pris une avance énorme, mais ils sont quand même vulnérables. Regardez, les Chinois sont quand même inquiets à l'heure actuelle. Les blocages américains sur certaines puces, certains composants les gênent quand même vraiment. Et ils vont d'ailleurs être plus aimables avec l'Europe dans la période qui vient, parce que l'Amérique va durcir. Si c'est Trump tout de suite brutalement, si c'est Harris, quand même. Vous voyez. Donc il y a des moments, où ce que vous avez dit est vrai, mais après, si on se remet dans la conjoncture réelle, je pense qu'on a encore quelques années devant nous. D'abord pour un peu endiguer la Chine sur ce point, un peu la bloquer et réveiller en Europe. Enfin, d'abord, il faut souhaiter que les États-Unis restent totalement au top là-dessus. Et il ne faut pas baisser les bras en Europe. On a raté un épisode. Hein. Donc il faut voir sur quoi on peut se mettre pour la suite. Donc là aussi, je réponds non pas par la panique, ni par un propos, disons, faussement rassurant, mais bagarre. Compétitivité. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci pour ces éclairages.